Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans Facette, un podcast destiné à tous les curieux et curieuses du monde vétérinaire. Bonne écoute! Parce qu'on parle du vécu des vétos et de leur mal-être au boulot, quoi, hein. C'est un peu ça quand même. Oui, alors c'est un des sujets qui m'intéresse, Ouais. et en plus on a eu l'occasion de un peu l'évoquer parce que la première fois qu'on a discuté de ma thèse et que je t'ai dit le titre justement de mon sujet, qui est être vétérinaire, deux points, rêve, désillusion et représentation, justement tu m'avais semblé un peu étonnée de voir peut-être des illusions et vétérinaires ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop d'ouverture autre que si c'était une succession dans le temps. Effectivement, on finissait par la désillusion forcément, et ça m'avait un peu surpris. Oui, alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que toi, dans ce que tu vis au quotidien dans ton métier, dans ta vision de ce que c'est qu'être veto, la désillusion ne fait pas partie? Non, non. Déjà, parce que je me demandais, c'est si tu voyais ça comme une fin obligatoire, auquel cas c'était quand même un petit peu décevant pour la vision de la profession, ou si c'était quelque chose d'inéluctable, et là ça m'embêtait aussi, parce que là pour le coup j'avais envie de dire, bah non, on peut prendre les choses en main. Et surtout, il n'y a jamais rien d'obligatoire. Si vraiment c'est à ce point-là, effectivement, si on le vit comme ça, je me dis, il faut absolument changer de métier, quoi, hein. Enfin, ceux qui ont ce sentiment-là, il faut changer de métier. Effectivement, c'est pas mon sentiment. D'accord. Est-ce que tu en as connu des gens pour qui justement ça a été plus une plaie d'être veto et il a mieux fallu qu'ils quittent la profession? Disons que j'ai parfois l'impression que c'est un peu presque une posture de dire c'est insupportable, j'en ai marre, etc. Et puis finalement, ils continuent. Donc je me dis que finalement, ils disent que ça doit être pire ailleurs, hein, même si là encore, la pensée presque un peu consensuelle maintenant, c'est de dire oui, les clients sont chiants, c'est terrible. Bon. Mais non, alors j'ai la chance de pas, parce que bon, je sais très bien qu'il y a des gens qui ont quitté le métier brutalement et dramatiquement. Et non, heureusement, j'ai la chance de ne pas en avoir eu récemment tout près de moi, parce que bon, j'ai eu effectivement quand même la douleur d'avoir quelqu'un qui s'est suicidé dans notre équipe, hein, tu le sais. Et j'avoue que j'ai pas le sentiment, contrairement peut-être à d'autres, que c'est que ce métier qui l'a fait partir. Et c'est là que D'accord. je voudrais pas faire des simplifications à outrance. Je pense que ce type de décision finale est trop personnelle pour que quelqu'un d'extérieur puisse se permettre de dire c'est le métier, c'est la souffrance au travail, etc. Ça me paraît très, très réducteur et un peu déplacé aussi pour d'autres métiers. Les gens qui ont un métier qui, à mon avis, est plus désagréable que le nôtre, s'entendre dire ça, ça me paraît un tout petit peu déplacé. Oui, tu avais mentionné un ouvrier qui va travailler à l'usine, il a quand même pas un rythme de travail et de vie qui est un train de vie non plus qui est le même que Oui, oui, celui oui, d'un oui, veto. oui. Alors effectivement, ça c'est un autre point que je trouve que ça nous oblige effectivement à un minimum. Le fait d'avoir des revenus quand même qui sont au-dessus de la moyenne fait que je me dis, bon, bah, heureusement encore que tout est pas archi facile, quoi. Ça me paraît presque obligatoire, quoi. Donc ça peut aider de temps en temps à faire passer la pilule, à mon avis. Ouais. D'accord. Et le fait que tu dis que c'est un peu la pensée consensuelle actuelle de mettre en avant le mal-être de veto, est-ce que tu penses que ça est en train de ternir l'image du métier? Bon, je ne sais pas quelle est la portée hein, de tout ça, c'est très regardé entre vétos. Je ne suis pas bien sûr que ça va énormément au-delà de notre cercle de vétos, hein. J'ai poussé tous les gens autour de moi à regarder l'émission qui est passée sur Arte où notre clinique passait. Bon, je l'ai découvert en même temps qu'eux. Enfin, les gens m'ont fait très peu de remarques derrière. J'en ai finalement assez peu entendu parler parce que je pense qu'il y avait un peu une gêne d'aller dire bon, qu'est-ce que vous plaignez de quoi? Enfin bon, voilà, moi je pense que ça en est un petit peu resté là. Et
ma famille en particulier, qui voit quand même comment je vis, etc. Je pense qu'ils sont un peu dit de quoi on parle. Enfin, je pense à la limite même pas trop à ce qui a été tourné en France avec Tri, mais plutôt même la partie allemande. Ça me paraissait tellement déconnecté de la réalité, quelqu'un qui visiblement avait pas mal de soucis, que pour être veto comme n'importe quel autre métier, le problème était probablement le même. Donc oui, j'ai un petit peu peur qu'on reste un petit peu trop entre nous là-dedans. Je tiens quand même à préciser que c'est évident qu'il y a un problème dans le métier puisqu'on a des taux de suicide visiblement qui sont élevés. Donc je ne conteste absolument pas ça et il y a un drame avec ça qui est évident, c'est pas le problème. Mais à dire systématiquement que le problème est lié à l'ambiance générale, au monde autour de nous, etc., je trouve ça un peu réducteur. Oui, on a un problème avec ça. Est-ce que c'est la disponibilité aussi des produits? Est-ce que c'est le mode de sélection des vétérinaires qui est un peu presse-purée et qui trie les gens Est-ce qu'on fait vraiment la sélection sur des gens qui ont la capacité de faire réellement ce travail? Effectivement, c'est toutes les questions que je me pose, quoi. Oui, et je me les pose aussi. Et je me les suis posées en faisant ma bibliographie de thèse. Ouais. Alors sans pouvoir apporter sur un plateau d'argent des réponses fermes et définitives, mais j'ai cherché des articles qui, de manière la plus objective possible, même si ça a toujours une limite, recherchaient les causes justement de pourquoi est-ce qu'on a un taux de suicide plus élevé que la population moyenne. Ce que tu mentionnes est cité dedans. Ça révolutionne pas le problème et ça ne trouve pas la solution, mais je trouve que c'est intéressant de s'y intéresser sous l'angle plus objectif que quand on en parle au coin du feu et qu'on fait des hypothèses seules dans sa tête. Donc je te rejoins sur se poser ces questions-là dans le sens, est-ce qu'on a des réponses fiables? T'as mentionné ton associé Tri et ton associé, donc c'est Thierry. Qui s'était suicidé. Ouais. Et donc ça fait déjà plusieurs années que tu es patron, que tu as été associé. Co-patron. Co-patron, je ne peux pas dire ça, sinon les chef autres... d'entreprise, avec même, je dirais, en tout cas ce que je perçois au bout de 3 semaines, l'esprit d'entreprise, je dirais, dans le sens où, si j'ai bien compris, tu as développé le service d'ophtalmologie, enfin le fait de faire des consultations. Il existait déjà, malheureusement, Thierry l'avait déjà développé avant moi, en fait. Et justement, quand il était là, j'ai pris le relais. D'accord. Donc, c'est toi qui fais les consultations d'ophtalmologie, la chirurgie orthopédique aussi, je crois. Oui, pas tout. Là, je prétends pas être un spécialiste, mais effectivement, c'est plutôt moi qui l'ai fait chez nous. Oui. D'où vient cette envie de proposer plus d'options, plus de services aux clients? Est-ce que pour toi, c'est naturel? C'est presque ce que doit être un veto dans une clinique veto? Oui. Oui, assez clairement, parce que les choses ne sont pas figées et puis il ne faut pas s'ennuyer non plus. Donc on a la chance, justement, c'est là que je trouve qu'on a un métier qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a la chance de pouvoir façonner son environnement à ce qu'on souhaite. Et donc, si on veut passer sa vie à faire que des vaccins, c'est tout à fait possible. Et si on décide de se lancer dans des domaines assez pointus, c'est possible aussi. Donc je trouve ça sympa. Et effectivement, pour ma part, je pense que j'ai réellement besoin, pour ne pas tourner en rond, d'avoir toujours un petit objectif devant. Alors effectivement, j'emmène peut-être du monde avec moi et je sais que de temps en temps, ça peut perturber un peu un équilibre qu'on croyait acquis, mais bon, ça c'est un peu le principe, c'est de faire bouger les choses. Parce que par principe, je me dis que, c'est pas que moi qui le dis, c'est une des bases de la vie d'une entreprise, c'est que si on ne fait rien de toute manière, ce qu'on fait, à un moment donné, on le fera de moins en moins bien et les autres le feront à notre place et c'est terminé. Donc effectivement, je me suis rendu compte assez tôt que j'ai un peu la vision de ce qui allait se passer dans cette clinique. Oui, je vais peut-être emmener un peu tout le monde à vouloir faire des nouvelles choses pour que 10 ans, 20 ans après, la clinique soit toujours là.
Donc, pour moi, c'est une évidence qu'une clinique, comme n'importe quelle entreprise, se doit de... on n'innove pas avec des nouveaux brevets, mais on fait vivre en faisant des nouvelles choses, et puis c'est tout. Donc ça, mais il n'y a pas que moi qui le fais, hein. Mon associé Mathieu, il a un CES de médecine interne, il développe l'échographie cardiaque, il développe d'autres domaines, et c'est très bien. C'est pas de la révolution, hein, c'est juste une évolution relativement lente, avec des nouvelles compétences qu'on amène dans la clinique, et puis des choses qu'on laisse tomber parce que les clients le font eux-mêmes, dans le cas des éleveurs en particulier, ou d'autres professions qui le font mieux que nous. Et bon, voilà, c'est la vie. Et comment est-ce que tu choisis les domaines à développer ? Par exemple, là, pour l'ophtalmologie ou la chirurgie, est-ce que c'est un goût personnel ? Est-ce que c'est parce que y a une demande de la part de la clientèle ? Alors, très clairement, je pense qu'il faut qu'il y ait un goût personnel. On fait quelque chose parce qu'on a envie de le faire. Là encore, on a la chance d'être dans un métier où, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut choisir. Et on peut choisir de ne pas le faire. Donc, ce serait quand même un peu bête de vouloir faire quelque chose qui ne plaît pas. Si on peut l'envoyer chez un collègue qui n'est pas forcément trop loin, ou, voilà, on n'habite pas très loin de Nancy. Enfin, les gens prennent quand même maintenant facilement leur voiture. Il y a des choses qu'on a envie de faire. Si on se donne le moyen de le faire, on le fait. Si on n'a pas envie et qu'on n'a pas les compétences, on ne le fait pas. Et on demande aux gens d'aller chez des collègues. Ok. Voilà. Mais ça me paraît évident que c'est peut-être même la base pour arriver à travailler sereinement et s'épanouir un tout petit peu, de choisir des domaines dans lesquels on s'engage qui plaisent déjà au départ, quoi. Ok. Et de manière très pragmatique, je me suis demandé, parce que je n'aurais pas su le faire si j'étais dans la situation, comment est-ce qu'on choisit le tarif d'une nouvelle prestation ? Par exemple, tu as parlé de l'échocardiographie. Ouais. À partir du moment où vous avez commencé à en faire, vous avez dû choisir un tarif. Est-ce que vous connaissiez autour de vous les cliniques qui en faisaient, à combien elles le faisaient, et l'idée c'était de s'aligner dessus ? Oui, c'est un mix de tout ça. C'est que bien sûr, on essaie de savoir combien c'est facturé ailleurs. Et bon, si c'est un nouveau service et qu'avant on le faisait faire par d'autres, bon, c'est assez facile de le savoir. Ensuite, on regarde le temps passé et puis le coût global entre les fournitures éventuelles, l'amortissement du matériel. Si on achète un échographe, on sait qu'on va l'amortir sur X années, donc on sait à peu près combien d'échographies il faudra faire pour le rentabiliser. Enfin bon, donc il y a tout un calcul. On a aussi maintenant, moi je l'avais fait au début et ça m'avait été très profitable, des formations plutôt commerciales ou marketing et management, quoi. Donc ça, c'est des formations qui existent. Moi, j'avais fait une mini-formation sur 3 jours et j'avais appris énormément de choses et ça m'avait ouvert les yeux sur justement une façon d'aborder la gestion de façon pragmatique, et en fait je crois qu'il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut être dans le prix du marché et faire un travail de qualité. Ça c'est vrai pour les actes, pour les médicaments. Oui, ok. Quelles sont les qualités, à ton avis, d'un bon associé ? Ça, je ne sais pas quoi répondre parce que ça dépend de quel point de vue on se place. Enfin, mon ressenti, donc forcément, bon associé est celui qui fait son travail de façon, bien sûr, irréprochable, parce que c'est quand même la base du métier, hein. On est quand même d'abord des vétérinaires. C'est quand même le socle, quoi. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a un métier de service et qu'il faut répondre à la demande et compétences. Et puis après, quand tu dis associé, donc je pense que tu veux dire aussi l'entente entre comment ça fait fonctionner, comment la mayonnaise prend. Oui. Oui, il faut probablement un mixte de gestion, d'écoute, d'être capable de faire avancer l'équipe globale tout en écoutant tout le monde, ce qui n'est pas forcément absolument facile de faire
le grand écart, parce qu'on peut être tiré dans les deux sens, quoi, hein. D'un côté, avoir envie de faire des choses, et puis de l'autre, se rendre compte que les autres n'ont pas envie. Et là, effectivement, c'est pas forcément bien facile à gérer, parce que est-ce qu'il faut mettre de l'eau dans son vin et se dire c'est tout, je laisse tomber, et puis mettre la bonne entente au service de la petite sécurité immédiate, ou est-ce qu'il faut malgré tout avoir une vision un petit peu plus lointaine et se dire que lâcher sur tout et ne rien faire, ok, ça fait pas de vague, tout le monde est content sur l'instant, mais quelques années plus tard, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement, on se dit pas au bout de quelques années qu'on aurait mieux fait de se secouer un petit peu plus? Donc honnêtement, j'en sais rien. En fait, je pense que ça n'existe pas, hein. Un associé parfait. Ouais. Comme un humain parfait, ça n'existe Ouais, pas. voilà, c'est ça. Puis ça évolue aussi, hein, ce qui est vrai à un moment donné de la carrière. Je pense que tout le monde change. Tu penses que tu rechercherais pas les mêmes attributs ou qualités si tu devais t'associer maintenant avec quelqu'un en plus par rapport à Avant, ouais, ou la première fois que tu t'es associé? Même si effectivement je commence à être plus près de la retraite que du début, ça m'embêterait d'avoir une vision malgré tout court-termiste, hein. Donc je pense que j'aimerais quand même mieux avoir un associé qui m'emmerde entre guillemets un petit peu parce que il veut faire bouger les choses, que moi j'ai moins envie, plutôt que quelqu'un qui rentre exactement dans mon moule, qui va être tranquille pour moi, mais qui finalement n'aura pas fait bouger les lignes. Donc oui, mon souhait est probablement un petit peu différent, mais au fond, ça ne me ferait pas plaisir non plus, quoi, d'avoir quelqu'un qui vieillit en même temps que moi, avec 20 ans de moins. Voilà, c'est ça. Voilà, D'autant c'était plus si ça. c'est un jeune. Ouais, exactement. Ouais. Non, Ok. il y a un ordre des choses qu'il faut respecter. Ok. Bon, en plus d'être patron veto, t'es papa. Oui, Et un de tes enfants, Louis, oui, va être veto aussi. oui. Alors, je me demandais, qu'est-ce que tu as pensé quand il t'a dit qu'il voulait être veto? Est-ce que tu as pensé quelque chose? Alors, oui, déjà, c'est le troisième, donc pour dire que je n'ai pas poussé aucun des deux premiers à faire ça, et du coup, qui sont orientés sur autre chose. Donc, le fait que ce soit le troisième, déjà, me libérait un petit peu de quelque chose. Et ensuite, oui, je pense que j'ai réellement eu des craintes, qui sont maintenant passées quand même, mais que ce soit un choix par défaut, parce que finalement, mes enfants ont toujours... m'ont pas mal suivi pendant les gardes, j'ai beaucoup emmené en visite avec moi. Et effectivement, la crainte, c'est de se dire, comme l'enfant qui veut être, petite fille qui veut être maîtresse parce qu'elle connaît que sa maîtresse, quoi, de se dire, est-ce que mon fils veut pas faire veto parce que je cherche pas midi à 14h, quoi, et c'est tout. Donc, on va dire que je pense que je l'ai pas spécialement poussé. Je l'ai pas non plus essayé de le décourager, mais en tout cas, je ne l'ai absolument pas poussé pour être vraiment certain qu'il le faisait par choix, et j'ai même, je pense, un peu essayé de voir s'il n'y avait pas d'autres choses qui l'intéressaient que veto. Bon, voilà, finalement, il y est resté, et je pense qu'il en est content. Bon, il est étudiant, hein, donc à suivre. Oui. Et est-ce qu'il y aurait certains pièges que tu voudrais lui éviter, ou certains conseils que tu voudrais lui donner, puisque dans quelques années, il sera sorti d'école et puis il va effectivement commencer à travailler? Oui, alors bon, bien sûr, je l'aide d'un point de vue technique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on discute déjà dès maintenant un peu de technique, du métier. Il peut déjà venir avec moi. Quand il vient maintenant, le week-end, je suis de garde. Le rapport a changé. Et maintenant, j'essaie de réellement lui apprendre le métier. Mais par contre, je pense que je ne lui ai jamais orienté vers un type d'exercice. Et ça, je m'y refuse. Donc, c'est lui qui fera ses choix. Je cherche à ne pas intervenir là-dedans, si ce n'est de lui conseiller peut-être de ne pas se fermer trop de portes dès maintenant. Ok. Je me suis rappelé d'une consultation qui, sur le papier, est une consultation toute bête puisque c'était un contrôle suite à une greffe conjonctivale. Et je me rappelle surtout du monsieur qui était super content du résultat. En fait, je l'ai senti impressionné parce qu'il a dit quelque chose comme
Je savais que c'était possible pour les humains, mais je pensais pas que ça se faisait pour les animaux. Et vraiment, ça transparaissait. Sa joie vraiment était assez forte. Et donc, je me demandais, qu'est-ce qui te rend fier dans ton travail? Est-ce que c'est des exemples comme ça de gens qui sont reconnaissants du travail accompli, ou qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton métier? Oui, alors ça, bien sûr, c'est... Oui, je me rappelle effectivement très bien. Alors ça fait plaisir, oui, parce que je dis, bon, alors on sait très bien, il ne faut pas non plus exagérer. Je pense que en humaine, ils auraient fait différemment, et donc je reste totalement à ma place. Mais effectivement, apporter une solution, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Bon, là, c'est une greffe, alors c'est un peu plus impressionnant parce que c'est sur l'œil. Les gens ont toujours un peu plus de réticence dès qu'on commence à toucher aux yeux. Donc, je sais très bien que c'est plus impressionnant, mais quand on fait une chirurgie TPLO, finalement, c'est un peu pareil. Les gens se disent, avant, vous faites ça. Et puis, en plus, le fait qu'on le fasse dans une petite ville meusienne, voilà, ça en rajoute un petit peu aussi, en se disant, ah bon, on n'est pas obligé d'aller à Nancy pour faire ça. Donc oui, ça rejoint ce que je disais au début, c'est que je suis fier. Alors, pas à titre personnel, parce que là, on parle de choses que je fais, mais je suis fier aussi que des gens viennent faire une échocardio à Commercy aussi, qu'ils viennent faire d'autres choses. Mais globalement, ce qui me fait plaisir, c'est que globalement, les gens soient contents de leur clinique. Ça, c'est pour moi une vraie satisfaction. Voilà. Et je vis d'ailleurs très mal l'inverse quand on a une plainte. Là, je le prends, même si c'est pas moi qui suis en cause, je le prends assez facilement comme le fait qu'on n'ait pas réussi à faire notre boulot correctement. Alors correctement, peut-être qu'on l'a fait correctement, mais si on n'est pas arrivé à passer les messages et tout, bah, effectivement, c'est qu'on a quand même raté quelque chose, même si ça peut arriver qu'on ait fait notre boulot correctement et que les gens ne soient pas contents pour autant. Je me suis éloigné, je crois que la question c'était qu'est-ce qui me rend fier, hein, c'était Oui, ça. oui, Parce que tu finalement peux t'éloigner, je y a pas de finissais souci. par ne plus savoir quelle était la question. Donc oui, ce qui me rend fier, en fait c'est ça. C'est de voir que les gens sont contents de leur clinique. Voilà. Ah, c'est quand quelqu'un me dit, une dame qui m'avait dit ça une fois, on est fier. On est fier qu'à Commercy, il y ait une clinique vétérinaire ça date, c'est vieux, hein, j'espère qu'elle le pense toujours, mais c'était quand on construisait la clinique. Elle me disait, nous, on est fiers d'avoir une clinique à Commercy. Bon, voilà. Et en fait, ça me fait plaisir, ça. Voilà. Ah, ça me fait plaisir, ouais. Ok. D'exister aux yeux des gens comme quelque chose de bienfaiteur, alors pas dans le sens désintéressé, mais dans le sens rendre service aux gens. Oui, oui, ah oui, oui, absolument. Et enfin, je dis vraiment au niveau de la clinique, parce qu'au niveau individuel, bon, oui, c'est sûr que j'aime mieux que les gens soient contents de moi, mais au fond, il y a quelque chose qui me plaît pas forcément, par exemple, c'est que les gens demandent à passer avec moi, parce qu'ils veulent que ce soit moi, mais ça sous-entend qu'ils ne veulent pas passer avec les autres. Alors ça, pour moi, ça me fait absolument pas plaisir, par exemple. C'est au contraire, c'est un échec aussi de se dire, mais donc ça sous-entend que globalement, ils sont finalement pas très contents de la clinique. Ils veulent un veto en particulier, mais ils sont pas très contents de la clinique. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît pas et qui ne me flatte pas énormément. Heureusement, hein, la grande majorité des gens ne sont pas dans cette situation-là, mais hein, tu vois ce que je veux dire, c'est que Oui. là, toujours, moi, ce qui m'intéresse, c'est là, tiens, on est dans une pièce où je suis content qu'on ait construit une salle de repos pour le personnel. Alors, je sais pas, on aurait peut-être pu mettre un baby-foot pour faire comme chez Google, mais non, mais c'est un peu cet esprit-là, quoi. Ça me fait plaisir que ça se développe comme ça, quoi. Voilà. Ok. Si le jour où je prendrai ma retraite, on me dit que c'est développé et puis que ça continue, ouais, super, quoi. Voilà, ce qui serait dramatique, c'est de ne pas avoir su faire de transmission. Hein, on parle de effectivement, l'ophtalmo. Bon, oui, il va quand même commencer bientôt à falloir est-ce que j'ai quelqu'un qui prenne le relais de l'ophtalmo pour quand je ne suis pas là. Ou d'autres choses d'ailleurs, hein, parce que là encore, si le suivant il veut pas faire l'ophtalmo, on revendra le microscope opératoire et les gens iront à Nancy et puis ils développeront peut-être autre chose. Après tout, ça n'a pas d'importance finalement. Et donc, est-ce que
chercher à transmettre, ça devient un peu le nouveau ou le futur développement de nouveaux services. Enfin, c'est-à-dire que, est-ce que pour toi maintenant, développer la clinique, ça veut dire réussir à transmettre tout ce que la clinique a comme qualité déjà existante. Est-ce que maintenant, le défi, c'est déjà d'arriver à transmettre ça? Oui, alors, il faut voir qu'on est... là, il y a Siveto maintenant qui bosse ici. Donc, à un moment donné, comme tu dis, il va y avoir une transmission à prévoir. Il faut que déjà ça se fasse en interne. C'est-à-dire qu'il faut que ça se passe, par exemple, avec Mylène. Je ne sais pas si tu as vu, de plus en plus, elle fait de la chirurgie osseuse et j'espère bien qu'elle va continuer. Il faut que nos salariés et peut-être un jour associés prennent le relais de ce développement-là. Mais ça rejoint la conversation qu'on avait au début. C'est-à-dire que ce qui nous paraît un peu extraordinaire en ce moment, c'est le banal dans 10 ou 20 ans. La TPLO, par exemple, on ne la faisait pas. Je suis allé me former, on l'a fait. On trouvait que c'était extraordinaire quand on a mis ça en place. Moi, pendant longtemps, j'ai pensé que ce n'était pas réalisable chez nous, avant de réaliser que finalement, c'était une chirurgie assez standardisée et qu'on pouvait la faire ici. Non, mais un truc, par exemple, qui est le voile du palais. Je vais en opérer un vendredi. Je suis formé. C'était pareil, c'était un peu une chirurgie mystérieuse avant que j'aille en formation. Et puis, j'en ai fait, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, j'en fais beaucoup moins. Donc là, c'est plutôt des races qui ne sont plus à la mode. Et oui, on investit sur un truc, à un moment donné, on le fait. Puis finalement, maintenant, on en prend encore un de temps en temps, mais j'ai l'impression que l'évolution de l'élevage des chiens brachycéphales fait que, tant mieux, hein, c'est quand même un peu plus logique. Les vétos feront moins de chirurgie du voile du palais. Donc bon, voilà, ça c'est un exemple, quelque chose qui se tarit un peu tout seul. Il y a certainement d'autres choses qu'on fera dans 20 ans. Peut-être qu'on aura un scanner dans la clinique, alors que ça nous paraît incroyable aujourd'hui, quoi. Ouais. Si le scanner, ça vaut 20 000 euros dans 20 ans, on en aura un, quoi. Alors qu'aujourd'hui, ça vaut combien pour me donner je ne sais pas. Le scanner, ça vaut au moins 150 000 d'occasion. Hein, donc je ne sais pas combien ça vaut. On avait participé à l'achat d'un bout de scanner à Nancy. Je ne sais pas si tu avais vu ça. À Nancy, ils avaient été très malins. La clinique de Saint-Max, c'était très, très bien vu. Ils avaient voulu acheter un scanner et plutôt que de l'acheter tout seul, ils ont ouvert le capital de la société qui allait acheter ça à tous les vétérinaires du coin. Et donc, chacun achetait 2 actions et on avait l'impression d'être propriétaire du truc. Et du coup, ça nous poussait à travailler avec eux, à envoyer les scanners chez eux. Alors derrière, on n'a quasiment jamais eu de dividendes. Ça n'a pas donné rien derrière, mais c'était très malin, quoi. Et donc, je crois que le coût à l'époque, c'était... oui, je ne sais plus, 130 000 d'occasion, un truc comme ça. Waouh, ah oui, ok. Non, mais ça, c'est des choses qui nous paraissent bizarres en ce moment, mais... qui sont peut-être banales plus tard. Oui, ouais. Voilà, c'est ça. La radio numérique, c'est un truc qui est arrivé vite fait, bien fait, en fait. Hein. Entre le moment où on s'est dit, oh là là, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est cher, on n'est pas prêt d'avoir ça, et le moment où on en avait une à la clinique, il ne s'est pas passé un temps énorme, c'était quelques années. Donc ça progresse vite en fait. Hein. Oui. Très bien, je crois que j'ai posé... c'est pas vrai, je ne suis pas si bavard que ça alors. Hein. Bah non, je crois. Non, mais c'est très enthousiasmant de se dire que ça progresse vite et que, comme tu l'as dit, ce qu'on veut développer, on peut le développer. Oui. Et alors ça donne envie d'aller de l'avant. Voilà, j'espère. Je ne vais pas non plus avoir un discours complètement angélique. Hein. Des emmerdes, il y en a tout le temps, hein, on est bien d'accord. Hein. Ce n'est pas du tout mon discours. C'est dramatique qu'il y ait qui poussent des gens à se suicider, c'est quand même dramatique, quoi. Hein. Ça, c'est quand même un point qu'on n'a pas abordé. Parce que finalement, c'est vrai que j'ai un discours du travail dans la journée qui est... ouais, je me dis, merde, on n'est quand même pas si mal. Par contre, les gardes, ça, c'est chiant. Et c'est vrai que c'est un truc qui me déçoit parce que je pensais, en commençant ma carrière, j'avais quand même... J'étais hyper stressé par les gardes et je les vivais mal parce que j'avais peur de ne pas être techniquement au point. Mais quand même, j'étais vraiment persuadé qu'à 50 ans ou 55, je serais très décontracté et que je n'aurais strictement rien à faire d'être de garde. Et en fait,
Pas du tout. Donc techniquement, j'ai plus peur d'être piégé, hein, effectivement, ou en tout cas pas du tout dans la même proportion. Par contre, le fait d'être de garde, c'est quand même toujours quelque chose qui me pèse énormément. Et s'il y avait quelque chose qui me faisait arrêter mon métier, je pense que ce serait les gardes. Ah oui. Ouais, non, c'est vrai. D'accord, Franchement, ouais, c'est un truc qui me pèse réellement. D'accord. Voilà. Et alors, si c'est En pas tout cas, c'est l'automne, l'hiver. l'idée d'être pigé techniquement, parce que c'est vrai que maintenant, avec l'expérience que tu as, ça arrive presque pas. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la fatigue accumulée, le fait de pouvoir être dérangé quand tu es chez toi? Oui, c'est ça. C'est l'envie d'être tranquille et le côté épée de Damoclès, quoi. Hein. Ça va tomber un moment, mais tu sais pas quand. Voilà, t'es là, tu te dis, bon, tiens, je suis en train de me coucher et je vais peut-être en fait partir pour 2 heures sur une césarienne à la noix, etc. Quoi. Et donc, oui, ça c'est vraiment quelque chose qui me pèse. Alors après, je pense que chacun a des sensibilités différentes, hein, mais je parle vraiment quand même des gardes d'hiver. Je fais quand même très nettement la différence entre, même si ça ne m'amuse pas de faire une garde au mois de mai, mais bon, ouais, il fait beau, il ne fait pas froid, si on sort... Déjà, j'ai très peu de chances d'être appelé la nuit. Si je suis appelé la nuit, je ne vais pas avoir l'onglet au bout de 5 minutes. Enfin, bon, c'est quand même pas la même ambiance. Et puis, oui, statistiquement, beaucoup moins de chances d'être dérangé. Mais les gardes où s'accumulent vélage, chien de chasse, etc., me pèsent beaucoup. Et la garde, c'est le fait d'être seul, hein, très clairement. Je disais que mon fils, s'il vient pendant des gardes, il peut travailler. Là, pour moi, c'est une aide formidable. Le fait d'avoir un stagiaire, entre guillemets, de luxe qui vient donner un coup de main, c'est aussi l'assurance d'être moins débordé quand même, parce qu'on peut arriver à gérer un peu plus de choses en même temps, un téléphone qui sonne en même temps que la préparation d'un chien de chasse. Bon, voilà, il y a une gestion le fait d'être deux change tout. Alors, effectivement, c'est une question que je me suis déjà posée. Est-ce qu'il ne faut pas, dans ces périodes-là, avoir une ASV On n'a jamais parlé à personne, mais après, effectivement, est-ce qu'on va payer une assistante peut-être pas la payer la nuit quand même, mais pour la journée, et puis il n'y aura peut-être pas de boulot. Enfin voilà, c'est un peu tout le problème économique, etc. En dehors du fait qu'elles n'ont sûrement pas du tout envie de travailler le dimanche. Oui. Il y a des choses qui plombent, et quand je suis chez moi, même si en journée je peux vivre très bien les choses, le soir je peux être plus irascible dans l'attente d'un éventuel coup de fil et même de l'être pas mal quand le téléphone sonne pour de bon. Voilà. Et est-ce que au-delà du soir même de garde, le lendemain tu sens la répercussion? C'est le soulagement le lendemain, mais c'est plutôt la veille que... Mais le travail du lendemain, est-ce que parce que donc Tri m'a parlé du fait qu'au début, pendant ses premières gardes, une des craintes qu'il avait, c'était qu'à cause de la fatigue de la garde, il ne puisse pas travailler correctement le lendemain. Oui. Est-ce que c'est un contre-coup que tu as expérimenté la ou pas garde forcément de nuit, alors c'est vrai que la garde de nuit, on travaille complètement normalement le lendemain. Non, ça je me dis quand même que depuis le temps... alors il t'a dit ça pour dire que c'était au début qu'il travaillait. Oui, pour le début de sa carrière. Et non, je te fatiguais tout le temps de toute manière, parce que au début du boulot, c'était... oui, je me rappelle, je me couchais à 8h du soir, tellement j'étais crevé. Lui, il faisait plusieurs gardes, il travaillait avant, il enchaînait des gardes. Alors peut-être qu'il n'a pas le même vécu que moi, parce qu'il travaillait avant et il faisait des semaines entières de garde. Et ça, je pense que quelque chose qu'on n'a jamais mis en place ici. On essaye de ne même pas faire 2 gardes consécutives. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas le même vécu que lui. Si je devais travailler une semaine complète et me dire qu'à la fin j'allais marcher à 4 pattes, peut-être que j'aurais pas raisonné pareil. Donc c'est peut-être ça. Okay. Non, moi c'est plutôt avant que je stresse, plutôt qu'après. D'accord, ok. Merci pour ce petit rajout sur les gardes, qui complète un peu plus le tableau de ton ressenti en tant que veto. Je veux pas non plus avoir l'air d'être celui qui croit que tout va bien et qui est carrément niais. C'est pas Non, mais je trouve que ça apporte de la nuance pour moi d'avoir quelqu'un qui... en plus, après autant d'années d'expérience, c'est pas comme... le témoignage d'un débutant qui, par exemple, moi, après mes 2 premiers mois, mes temps de travail qui
qui me dit que la vie est belle et que tout est génial, peut-être que c'est passager. Ouais. Là, je me dis que si toi, tu es toujours enthousiaste dans ton métier et que tu considères toujours que c'est un métier qui a des avantages non négligeables, après autant d'années, c'est très positif. C'est aussi parce que je fais d'autres choses. Hein. C'est parce que j'ai d'autres occupations en dehors de mon métier. Hein. Je suis pas... Justement, je joue de la musique, on fait pas mal de voyages. J'arrive quand même à dégager plutôt plus de temps libre maintenant par rapport au début que je bossais. Hein. Il y a quand même une sacrée différence. Hein. Après, s'amuser je pourrais te montrer le nombre de jours travaillés avant et maintenant... ça change quand même beaucoup, mais c'est un souhait d'évolution et de donner du temps libre. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu ou qu'il a suscité une réflexion, l'espace commentaire est ouvert. D'autres épisodes de ce podcast sont d'ores et déjà disponibles.